Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de l'Entrepreneur du droit by FedLégal, le podcast qui donne la parole aux femmes et aux hommes qui ont choisi le droit pour satisfaire leur envie d'entreprendre. Je suis Romain Franck, chasseur de tête chez FedLégal depuis plus de 10 ans et j'ai créé ce podcast afin de vous partager le parcours inspirant de personnalités du monde du droit. On y parle carrière, expérience et surtout entrepreneuriat. Alors bonne écoute et à tout de suite. Aujourd'hui, je reçois Olivier Dagrenat, qui est notaire associé chez Michelet Notaire à Paris dans le 17e arrondissement. Bonjour Olivier. Bonjour Romain. Merci à toi d'être venu. Merci de m'accueillir. Écoute, je t'en prie, ça me fait plaisir. Tu es le deuxième notaire à passer dans les locaux de FedLégal pour enregistrer ce podcast, donc écoute, je suis ravi. Pour que nos auditeurs sachent un petit peu qui tu es, Olivier, est-ce que tu peux te présenter ? Bien, je suis associé chez Michelet Notaire. Je pilote les équipes d'immobilier d'entreprise de l'étude qui sont composées d'une vingtaine de personnes et ces équipes sont constituées de 3 métiers, le développement immobilier, l'investissement immobilier et le financement. Ok, super. Donc c'est ce qu'on appelle plus communément l'immobilier institutionnel. Absolument. Ok, super. Est-ce que tu peux nous expliquer, Olivier, pourquoi tu as accepté de participer à ce podcast, l'entrepreneur du droit ? Simplement parce que de prime abord, j'ai le goût du partage. Et puis, je crois que j'aurais aimé, il y a maintenant de longues années, mais quand j'ai débuté ma carrière, j'aurais apprécié de pouvoir aussi bénéficier de ce partage d'expérience et d'un retour de mes seniors. D'accord. Quand tu dis j'aurais aimé bénéficier de ça au début de ma carrière, c'est j'imagine quand tu as commencé ta carrière de notaire, avant d'être associé, tu aurais aimé avoir la possibilité d'écouter tes pairs, en fait, donner des conseils, pouvoir t'en inspirer et te guider dans ton parcours d'entrepreneur du droit et donc de notaire associé. Alors bien sûr, je me suis aussi renseigné, je suis allé glaner des informations auprès des personnes et de mes N+1 et puis des notaires avec lesquels je travaillais. Mais c'est vrai que voilà, la formule podcast avec justement une personne extérieure à l'entreprise dans laquelle je travaillais à l'époque aurait pu être intéressant pour moi. Ouais, c'est vrai. Bon, peut-être que quand tu as commencé, le format podcast n'existait pas. Absolument. Tu as commencé le notariat, ton premier poste, c'était quand ? En 2001. En 2001, ouais. Moi, j'avais 20 ans en l'an 2001, tu vois. Comme la chanson de Pierre Bachelet. Ok. Est-ce que tu peux nous expliquer, Olivier, comment es-tu arrivé au poste que tu occupes aujourd'hui, donc en tant qu'associé au sein de l'étude Michelet pour le pôle immobilier d'entreprise ? Alors, je suis issu de la fac de Nancy à l'origine, donc j'ai débuté mes études de droit à Nancy. D'accord. Avec un cursus plutôt orienté droit privé, notarial. J'ai fait une digression dans un DJCE avec une spécialisation en droit fiscal. Okay. Et puis à l'époque, le cursus universitaire de formation notariale n'existait pas à Nancy, donc je suis arrivé à la Sorbonne, promettant de repartir de Paris après mes études. Et en fait, il y a encore. Promesse évidemment pas tenue, peut-être un jour. Voilà, et puis ensuite j'ai eu un long parcours effectué dans plusieurs études, avec une évolution progressive en commençant évidemment par notaire stagiaire, ensuite notaire assistant au collaborateur, puis notaire que l'on nomme aujourd'hui notaire salarié et enfin notaire associé. Oui, exactement. Alors pour les auditeurs qui nous écoutent et qui ne connaîtraient pas forcément très bien le métier de notaire, effectivement, comme tu l'as expliqué, il y a plusieurs stades en fait, dans l'évolution d'un diplômé notaire. Donc effectivement, il y a un diplôme à obtenir qui s'appelle le diplôme supérieur du notariat, qui se fait en 2 ans, qui est sanctionné d'un mémoire et au terme duquel on est nommé notaire après avoir fait un stage de 2 ans au sein d'une étude. C'est ça. Donc ça, c'est le premier poste. De notaire stagiaire, on devient ensuite notaire assistant. Donc c'est le premier grade en fait dans l'étude après avoir été notaire stagiaire. Donc, oui, et en fait c'est aujourd'hui le poste qu'on nomme de collaborateur. Collaborateur, ou qu'on pouvait nommer clerc auparavant. C'est ça. Ouais, c'est ça. Et ensuite, pour pouvoir être habilité à recevoir la clientèle et à signer les actes au nom de l'étude, il faut être nommé notaire salarié. C'est donc une procédure de nomination qui se fait à la chambre. C'est ça ? C'est ça. Ok. Et c'est le garde des Sceaux qui nomme les nouveaux notaires. Ouais. Et donc ensuite le grade ultime. Donc là jusqu'à présent on est collaborateur salarié de l'étude. Et ensuite quand on passe associé, donc on devient un chef d'entreprise entre guillemets, ou en tout cas un entrepreneur parmi les autres au sein de l'étude. Et donc on devient profession libérale à part entière. Voilà, sachant que dans les associations aujourd'hui, de par l'évolution du métier, on retrouve différents grades d'associés avec des associés en industrie, des associés en capital, et puis après il y a les associés en capital dirigeant. Ouais, c'est ça. Oui. Donc il y a plusieurs niveaux. Le Graal étant d'être associé au capital dirigeant comme toi. Je ne sais pas si c'est le Graal, mais en tout cas, c'est
une fonction. C'est le stade ultime, on va C'est dire. une fonction parmi d'autres dans l'entreprise. Ok, super. Donc on voit que tu viens de province et finalement tu es resté à Paris. Le parcours professionnel faisant, tu es resté ici. Tu as eu les opportunités pour construire ta carrière ici et tu l'as construit ici. Oui, puis c'est surtout l'intérêt du métier que j'ai trouvé à Paris, sans évidemment dénigrer le travail qui est fait en province, évidemment, mais c'est pas le même métier. Ouais. Et c'est vrai que dans, en tout cas, l'immobilier d'entreprise, l'immobilier institutionnel que je pratique, eh bien, on a évidemment une source plus riche en Ile-de-France, à Paris. Et ça permet aussi de structurer, d'avoir des équipes vraiment dédiées à ces métiers-là, qu'il aurait été difficile de constituer en province, c'est évident. Okay. Typiquement, aujourd'hui, les clients qui te font confiance, dont j'imagine sont des grands investisseurs immobiliers, des foncières, des compagnies d'assurance, des sociétés de gestion, des promoteurs immobiliers. Est-ce que ces gens-là, quand ils ont des opérations en province, puisque l'immobilier c'est national, hein, ils vont majoritairement passer avec des études parisiennes comme la tienne, plutôt que de prendre le notaire de Marseille si ça se passe à Marseille ou de Nancy si ça se passe à Nancy. C'est quand même plutôt, il y a quand même un panel d'études référencées, immobilier complexe, immobilier institutionnel, qui sont pour la plupart parisiennes. Oui, en fait, tout dépend d'où vient la décision. Si le cœur de la décision vient du siège, par exemple, à Paris, il est effectivement souvent associé une étude ou bien un cabinet d'avocats parisien. Et donc, on peut effectivement intervenir sur des dossiers en province. Néanmoins, en matière de financement ou même en matière de promotion immobilière, quand il y a des vrais intérêts locaux, il n'est pas rare que ce soit le notaire local du groupe qui l'accompagne sur cette opération. Et en général, les grands groupes ont des conseils effectivement parisiens pour certaines opérations un peu structurées, un peu complexes. Et puis, des notaires locaux pour, on va dire, le quotidien. Hein, et puis, c'est important aussi pour eux d'avoir une représentation locale auprès de leur contrepartie également locale. Ok, très bien. Alors, pour expliquer un peu à nos auditeurs et avant qu'on passe un peu aux autres questions sur ton parcours, etc., c'est que donc, dans l'immobilier institutionnel, en tout cas dans le département que tu diriges aujourd'hui, toi chez Michelet, tu as 3 composantes. Tu les as dit tout à l'heure. Il y a l'investissement, il y a le financement et il y a la promotion. Est-ce que tu peux rentrer un peu dans le détail de ce que constitue chacune de ces composantes pour que les gens qui ne sont pas notaires et ceux qui maîtrisent peut-être pas forcément l'immobilier institutionnel sachent exactement de quoi on parle? Alors, dans l'ordre, la promotion, donc là, on va accompagner des promoteurs qui ont vocation à acheter des fonciers pour développer un immeuble neuf ou bien des fonciers avec un immeuble qui doit être restructuré. Et donc, c'est ce qu'on appelle le développement, la promotion immobilière. Et puis, ça peut donner lieu soit à des immeubles tertiaires, de logistique, bureaux, ou des immeubles à vocation hôtelière, ou après vraiment du résidentiel avec ce qu'on appelle la VFA en diffus. Donc, ce sont des équipes un peu différentes. Mais voilà, donc on accompagne le promoteur du début, c'est-à-dire l'acquisition du foncier, la restructuration, la VFA vers l'investisseur ou vers les particuliers quand on est sur du résidentiel. Ensuite, pour toutes ces opérations-là, il faut des banques pour prêter les fonds nécessaires aux promoteurs. Donc on accompagne aussi des banques, mais c'est une autre équipe. Et ces banques ont besoin d'un notaire pour vérifier d'une part que l'immeuble sur lequel elles vont prendre une garantie hypothécaire et de bonne qualité juridique. Et donc, c'est sur ce sujet qu'on accompagne la banque. On accompagne également la banque pour la rédaction du contrat de prêt, du crédit, la mise en place des garanties hypothécaires et non hypothécaires. Et puis, donc, ça permet de délivrer un titre exécutoire à la banque si jamais son emprunteur est un jour défaillant. Et typiquement, ça veut dire que sur des opérations sur lesquelles tu vas intervenir, toi et ton équipe, donc pour acheter du foncier pour un promoteur qui va y développer un immeuble n'importe lequel, ça peut être du bureau, du résidentiel. Tu peux aussi, sur cette même opération, accompagner la banque qui prête à ce même promoteur. C'était déjà arrivé? Ça peut arriver, c'est assez rare. C'est coup double, quoi. Après, on est très honnête avec la banque, c'est-à-dire que voilà, on lui dit, écoutez, on est à la fois également conseil du promoteur, on vous propose une autre équipe, éventuellement même avec un autre associé, pour vous accompagner sur le financement, mais voilà, après, évidemment, notre client est libre, soit de choisir un autre notaire avec lequel elle travaille, soit au contraire de nous confier également la mission. Et dans ce cas-là, on fait ce qu'on appelle un Chinese Wall avec vraiment 2 équipes distinctes qui peuvent évidemment travailler ensemble, mais qui défendent chacune les intérêts du client qu'elle représente. Donc ça, c'est la promotion. C'est cela. Et puis ensuite, on a effectivement la dernière partie qui est une fois que l'immeuble est réalisé, une fois que l'immeuble est financé, valorisé, et bien... Non, c'était le financement, pardon, je me suis trompé. Tu avais la promotion et on était sur le financement. Voilà, excuse-moi, je te coupe. Et donc là,
on est sur l'investissement, c'est ça? Voilà, une fois que l'immeuble est développé et qu'il est financé par la banque, eh bien, on passe donc à ce qu'on appelle les équipes d'investissement. Et donc là, on est plutôt sur des immeubles déjà en activité avec des locataires. Et ça peut être un accompagnement soit pour des utilisateurs déjà d'immeubles, soit vraiment des purs investisseurs, donc avec des locataires. Et sur cette partie, ça peut être l'accompagnement sur de l'arbitrage, c'est-à-dire que l'investisseur se sépare de l'immeuble ou bien de l'investissement. Et donc là, l'investisseur va rechercher à acheter un immeuble en cours d'activité. Donc ça peut être vraiment de la logistique, des résidences seniors, EHPAD, de l'hôtellerie, du commerce, du résidentiel, du bureau. Donc on a vraiment toute cette gamme d'actifs sur lesquels on est amené à travailler. Et notre mission va consister à auditer l'immeuble sur le plan notarial, juridique, encore une fois pour donner la garantie à l'investisseur que le produit qu'il achète, parce que c'est un produit, le produit qu'il achète est de bonnes composantes juridiques et qu'il n'a pas de vice, en tout cas sur le plan juridique, qui serait de nature à déprécier la qualité de son actif. Puisque quand on est sur des actifs parisiens, on appelle corps, c'est-à-dire de grosses valeurs dans le centre de Paris, mais il est évident qu'un vice juridique peut déprécier très fortement la valeur d'un actif. On est sur des investissements et des arbitrages d'immeubles de bureaux principalement. Quand tu parles d'immeubles au corps, on est sur du QCA, c'est ça? C'est du quartier central des affaires? Oui, c'est ça, essentiellement. Mais après, il y a plein d'autres actifs qui ont de très fortes valeurs en dehors de Paris, en périphérie de Paris, et même d'ailleurs en province. On voit aussi avec des grands entrepôts logistiques qui sont construits aujourd'hui en province avec des locataires de premier rang et donc qui ont des valeurs très substantielles. Alors moi, tout ça me passionne énormément. Moi, tout ce qui est investissement immobilier, typologie d'actifs, rendement, je pourrais en parler des heures avec toi et j'écoute d'ailleurs moi-même des podcasts sur l'investissement immobilier. Alors plutôt sur le résidentiel que sur le tertiaire ou le commerce, parce que quand même réservé à des grands investisseurs, des foncières ou souvent des filiales de compagnies d'assurance qui ont énormément d'argent à investir. Mais en tout cas, je trouve ça passionnant. Mais on va pas trop rentrer dans les détails parce que sinon on va s'éloigner un peu de notre sujet, parce que notre sujet c'est toi et c'est l'entrepreneur du droit. Donc tu nous avais parlé de comment tu es arrivé à ton poste aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous expliquer quelles ont été tes plus grandes difficultés pour arriver justement au poste que tu occupes aujourd'hui? À l'origine, j'ai pas de réseau notarial, j'ai pas de membre de ma famille qui fait du droit, donc on va dire que j'ai plutôt suivi mes instincts et mes rencontres. Sachant que c'est souvent quand même un métier qui se transmettait, alors peut-être de moins en moins. C'était le cas. De génération en génération. Oui, après il y a plein d'autres métiers qui se transmettent de génération en génération, mais c'est vrai que le notariat était quand même assez marqué par cette appréciation. Aujourd'hui, c'est nettement moins le cas. Je ne saurais pas dire quelle est la proportion de notaires qu'ils sont de père en fils, mais il est évident qu'avec l'augmentation du nombre de notaires et puis le fait que le métier ait beaucoup évolué, je ne suis pas certain que ça soit encore un marqueur du métier. Ok. Voilà, et en tout cas... Donc, tu n'avais pas de réseau notarial, ok. Donc, ton papa n'est pas notaire, ta maman non plus, tes oncles et tantes non plus. Donc Personne n'a fait de droit dans ma famille. Plutôt un milieu médical et je me suis orienté vers le droit. Je crois que finalement, peut-être parce que justement, j'avais pas envie de faire comme tout le monde et donc j'avais envie de trouver ma voie et donc j'ai choisi le droit. D'accord. Alors, en soi, des difficultés, je ne sais pas si j'ai rencontré de vraies difficultés. Je trouve que la principale difficulté, c'était l'engagement et l'énergie que ça m'a demandé. J'ai pas eu de vrais obstacles, mais voilà, je crois qu'il y a une époque où ma sphère de vie personnelle était extrêmement affectée par mon engagement professionnel. Et je crois que c'était ça le plus difficile. C'était à une période où on est jeune cadre. Il y a un certain nombre de sacrifices à faire, effectivement, pour y arriver, pour apprendre vite, pour évoluer. Et c'est cet engagement-là qui était peut-être le plus difficile. Tu veux dire par là que tu as fait des sacrifices sur ta vie personnelle, qui ont impacté en fait les membres de ta famille ou qui ont pris du temps sur ta vie personnelle parce que tu as mis beaucoup d'énergie, d'engagement dans ta vie professionnelle pour arriver finalement au poste que tu as aujourd'hui et qu'il a fallu faire ces sacrifices-là et que du coup, c'est-à-dire que ta famille n'a pas compris ou ils en ont un petit peu pâti, mais ils t'ont quand même soutenu. Comment ça s'est passé? Alors à l'époque, j'avais pas de famille au sens groupe familial que j'ai aujourd'hui, mais j'étais plutôt à une période où les copains sortaient beaucoup. Ok, je vois. Je comprenais pas pourquoi je passais mes soirées au bureau. Et moi, c'est juste que j'adorais mon métier. Et puis j'avais envie d'évoluer. J'ai toujours eu envie de progresser, d'apprendre vite. Je suis quelqu'un de nature curieuse. Et donc voilà, c'est ces sacrifices-là que j'ai fait à un moment donné, de travailler plus, que peut-être de profiter d'une certaine période de la vie où on a vocation à le faire. Ouais, donc d'une certaine façon, tu t'es donné les moyens de ton ambition. Tu étais ambitieux, tu avais envie de progresser dans ce métier et tu savais que pour
pour que ça marche, il fallait bosser, quoi. Donc tu as bossé. Oui, puis j'étais dans des entreprises où les responsabilités qu'on vous confiait donnaient obligatoirement la nécessité d'un engagement personnel fort. Ouais. Et on ne peut pas suivre des dossiers d'immobilier d'entreprise, parce que j'ai directement commencé par ça, en étant jeune, sans être totalement engagé dans et donner une grande énergie sur ces dossiers-là. C'est pas possible. Ouais, c'est d'ailleurs quelque chose d'assez connu, c'est que quand on travaille en immobilier d'entreprise, en études de notaire, il y a des closings qui doivent se faire les veilles ou les avant-veilles de signature, et il faut tout boucler pour que tout soit nickel. Et donc ça fait parfois des nocturnes, un peu comme en cabinet d'avocat en fait. Oui, je crois que c'était pire avant encore. C'était pire avant, donc c'est-à-dire que maintenant c'est plus light. On est revenu à quelque chose de plus raisonnable. D'accord. Mais effectivement, on a à l'époque où j'ai débuté, il y a une quinzaine d'années, on pouvait vous proposer des financements en 15 jours sur des immeubles extrêmement compliqués, et il fallait y passer. Il fallait y passer les nuits s'il fallait. Boucler un dossier en 15 jours. Ouais. Surtout, on n'est pas sur un petit immeuble de 100 mètres carrés. Ok. Donc, pas de grandes difficultés en tant que telles, si ce n'est un fort engagement personnel et mettre les moyens de tes ambitions. Ok. C'est ça. Est-ce qu'il y a un échec qui t'a marqué, notamment parce qu'il t'a appris ? Alors, pardon, je vais peut-être encore te décevoir, mais j'ai pas eu d'échec vraiment marquant, en tout cas, dont je me souvienne dans ma carrière. Mais tu ne me déçois pas, tant mieux pour toi. Néanmoins, évidemment, mon expérience a été marquée par de nombreuses petites déceptions, des remises en question qui t'enrichissent à chaque fois. Et puis, évidemment, on apprend en marchant au fur et à mesure. Donc, on corrige certaines choses, on s'améliore au quotidien. Mais voilà, j'ai pas de gros échecs qui, à un moment donné, m'aient bouleversé au point de l'identifier. Ok. Alors, quand je parlais d'échec, c'était pas forcément un échec, tu vois, quelque chose de foiré, si je peux prendre ce terme-là. Mais ça peut être par une remise en question où tu te dis, bon, voilà, je suis pas parti dans la bonne direction, où j'ai fait confiance à des personnes, j'aurais pas dû, où j'ai fait un mauvais choix, tu vois, où avec le recul, j'aurais fait un autre choix. Est-ce que tu as eu à un moment donné ça ou pas, hein, ça peut ne pas être le cas, que ce soit en termes de personnes avec qui tu as travaillé, de dossiers sur lesquels tu t'es dit, tiens, celui-ci, je le délègue, et puis finalement tu te dis j'aurais pas dû le déléguer parce que ça s'est mal passé. Enfin, tu vois, il peut y avoir des éléments comme ça. Ça t'est arrivé, ça peut t'arriver ou pas ? Oui, alors évidemment, il y a des choix que j'ai faits dans ma vie, dans ma carrière, mais je suis pas quelqu'un qui regrette les choses qu'il fait. Je me dis que c'est le sens des choses et de ma vie, et donc je vais plutôt aller ensuite m'orienter vers là où mes choix me conduisent, mais pas, je vais pas regretter ce que j'ai pu faire. Après avoir fait des choix aussi, tu parlais de dossiers, etc. Voilà, il peut y avoir des dossiers plus ou moins compliqués, qui se passent plus ou moins bien parfois. Bon, et c'est vrai que après, on corrige le tir s'il y a des choses à améliorer, mais je vais pas être sur un sentiment de regret en tout cas. Le pire qui puisse arriver quand on est notaire et qu'on intervient sur un dossier comme ça d'immobilier d'entreprise, ce serait qu'il y ait une erreur juridique dans un dossier que vous n'ayez pas vu, que toi ou tes équipes n'auraient pas vu, qui pourrait mettre en jeu la responsabilité de l'étude. J'imagine que ça t'est jamais arrivé, j'ose espérer que ça vous arrive jamais, parce que vous faites le taf pour pas que ça n'arrive, mais c'est quelque chose qui peut arriver. Oui, alors les actes notariés font partie des actes qui sont le moins contestés, on va dire, mais néanmoins ça peut arriver. Après, il y a des contestations qui sont légitimes et d'autres qui le sont moins parce que liées à un élément totalement subjectif et personnel. D'accord. Mais disons que le pire qui peut arriver à un notaire, c'est qu'il soit pris dans une manœuvre illégale, parler de blanchiment d'argent, etc. Ça peut arriver, ou qu'un client nous mente. Ça c'est terrible, mais on peut pas... après, l'erreur juridique peut arriver. Le pire pour une entreprise, c'est de perdre le client. Le pire, c'est de faire cette erreur pour un dossier si ça peut avoir des conséquences financières. Mais je crois que vraiment le pire pour un notaire, c'est d'être pris dans un montage, une manœuvre illégale dont il n'aurait pas eu conscience. Et c'est là où la vigilance des notaires est vraiment absolument indispensable au quotidien. Ok, super. Aujourd'hui, comment tu définis ton rôle et tes missions dans ton poste actuel ? Alors disons que j'identifie 3 fonctions. Ouais. D'abord celle de juriste, avant tout, parce que je suis en contact au quotidien avec mes clients sur leurs dossiers, et j'ai envie de ça, j'aime ça. Donc j'ai envie de rester juriste. Ouais. Tu te nourris de l'échange avec tes clients, de leur fournir du conseil juridique sur leurs problématiques par rapport à leurs opérations immobilières. Oui, j'aime encore, peut-être que ça évoluera, mais en tout cas j'aime encore les accompagner dans le suivi et le traitement des dossiers. Mais moi je pense que c'est hyper important de rester opérationnel, c'est-à-dire que si tu as vocation à un moment donné en tant qu'associé à incarner aussi l'exemplarité et à donner
des directives à tes collaborateurs. Il faut que toi-même tu sois irréprochable. Oui, on peut dire ça, mais il faut aussi que toi tu incarnes le conseil juridique, parce que tu peux pas juste manager. Enfin, j'imagine que ça serait compliqué de juste manager et de pas être juriste aussi. Alors certains entrepreneurs, qu'ils soient du droit ou pas, arrivent à n'avoir qu'une fonction managériale ou de stratégie ou de dirigeant. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, c'est vrai que moi j'ai envie de rester dans le cœur du système, on va dire, et pour le moment vraiment d'être très impliqué dans les dossiers. Mais ça, j'ai l'impression que c'est quand même un trait de tous les entrepreneurs du droit. Alors, j'ai reçu un autre notaire qui lui, est pas sur la même typologie d'actes, puisqu'il fait plutôt de l'immobilier courant. Donc les enjeux sont pas tout à fait les mêmes. Et il a structuré des équipes pour délivrer beaucoup dans des temps très court et faire face à un vraie problématique de volume. Donc je pense qu'il n'est pas tout à fait dans les mêmes considérations que toi, parce que tu vois, lui il me disait qu'il avait quand même à cœur de beaucoup déléguer. Donc c'est Frédéric Fortier pour le citer. Mais on n'est pas sur la même typologie de dossier, il n'y a pas le même risque non plus derrière, il n'y a pas les mêmes enjeux financiers. Et je pense que toi, effectivement, comme tu le dis, tu te nourris de l'intérêt intellectuel d'un dossier d'investissement, de promotion ou de financement immobilier avec tes clients en fait. Oui, si tu veux, je crois que c'est aussi pour ça que les clients viennent nous voir, parfois me voir. C'est parce qu'ils peuvent bénéficier de cette richesse de l'expérience, d'un regard parfois avec un peu plus de hauteur, parce que justement ces pratiques multiples de financement, de promotion, d'investissement apportent une culture, une richesse sur le plan de l'expérience et puis de l'expertise juridique que je peux leur délivrer ou que mon équipe peut leur délivrer. Donc c'est vrai que si je me détachais trop, je ne sais pas si l'appréciation serait la même. Je crois que c'est aussi important pour eux. Ok. Et par rapport à ça, tu as le sentiment d'être dans la norme, entre guillemets, de tes confrères qui sont sur le même métier que toi, j'entends sur l'immobilier institutionnel, ou tu as plutôt le sentiment d'être assez impliqué sur chacun de tes dossiers par rapport à d'autres associés? Bon, alors, j'essaie de comparer des gens qui sont à peu près de ta génération, parce que c'est sûr qu'il y a des gens qui sont proches de la retraite qui sont peut-être plus du tout aussi impliqués qu'avant, mais toi, en fait, parce que sur un dossier notarial, tu as forcément un confrère face à toi, parce qu'il y a toujours le conseil de l'acquéreur et puis le conseil de l'investisseur, du vendeur et de l'acquéreur. Donc, tu constates la même chose chez tes confrères ou pas spécialement? On va dire que sur les métiers que j'exerce, j'ai quand même beaucoup d'excellents confrères et qui sont souvent très impliqués dans les dossiers. Après, c'est vrai que parfois, il peut y avoir un détachement plus important d'un confrère, mais parce que, on va dire que l'intérêt sur le dossier est moindre. Moi, je peux être très impliqué sur un dossier parce que je sais qu'il est extrêmement important pour mon client, même s'il n'est pas à forte valeur ajoutée. Et je peux avoir une contrepartie et donc un confrère qui, lui, pour lequel le dossier est moins important, donc il s'implique un peu moins et donc il a forcément un peu plus de détachement par rapport à ça. Oui. Alors moi, ça m'intéresse justement de savoir, puisque toi, tu es à la fois côté vendeur et côté acquéreur en fonction de tes dossiers. Est-ce que c'est plus stressant de vendre ou d'acheter? Enfin, comment tu ressens les dossiers, toi? Il y a plus d'enjeux, il y a plus de pression côté acquisition ou côté vente? Alors, je vais te faire une réponse de Normand, mais en fait, les deux. C'est-à-dire que quand tu vends ton immeuble et que tu as été celui qui a accompagné le client pour l'achat, tu vas être expertisé et audité par un nouveau confrère, par un autre confrère et par éventuellement un autre confrère qui représente la banque. Donc, tu n'as pas intérêt à t'être planté ou à avoir loupé une partie de l'analyse et de l'audit de ton immeuble, parce que si ça sort lorsque tu revends, évidemment tu te fais taper sur les doigts par ton client. Donc je dirais que même dans un processus de vente, c'est aussi toujours un peu stressant. Et puis le process d'acquisition, là c'est l'inverse. Tu te dis que ton client va mettre énormément d'argent sur la table et donc il faut qu'il puisse avoir un audit totalement éclairé et exhaustif sur ce que constitue son immeuble sur le plan juridique et notarial. Ok. Ce qui est intéressant dans ce que tu viens de nous dire, c'est que tu peux intervenir à double titre sur la même opération, mais pas au même moment. C'est-à-dire que tu auras été conseil de l'acquéreur en année N, et 5 ans après, quand il va revendre l'immeuble, tu seras son conseil sur la vente. Et les immeubles ont une vie, et ça peut nous arriver, alors c'est pas souvent le cas, mais ça peut nous arriver, d'accompagner un promoteur pour développer un immeuble, un jour de le retrouver quelques années plus tard dans le cadre d'un financement, et puis parfois de le retrouver côté investisseur. Tu parles de l'actif de l'immeuble, hein? De l'immeuble qui a été vendu, parfois revendu 5 ans plus tard. Et puis, on a un client investisseur qui rachète cet immeuble qu'on avait nous-mêmes donc aidé sur le plan juridique pour le développement. Vraiment intéressant, toutes ces pratiques de l'investissement immobilier. Alors après, sur la deuxième fonction, parce que tu m'interrogeais quelles étaient mes missions dans mon poste actuel, au-delà de la fonction de juriste, j'ai aussi une fonction de manager d'équipe. Ouais, on va y venir. L'équipe qui suit les dossiers a besoin d'une dynamique, d'un fédérateur, si je peux avoir l'humilité de le dire, mais
voilà, il faut aussi aider cette équipe à grandir et nécessairement, il faut la manager et puis être présent, je crois. Combien de collaborateurs dans tes équipes aujourd'hui ? On va dire que directement une quinzaine, de manière élargie, une vingtaine. Donc 20 collaborateurs répartis sur ces 3 métiers. Absolument. Ouais. Et puis enfin, il y a aussi la fonction, puisqu'elle est directement liée à ce podcast, c'est celle d'entrepreneur et donc la notion de dirigeant d'entreprise avec mes associés et qui peut me conduire à traiter des plus petits sujets transversaux comme des gros sujets comme en période de crise l'année passée et encore cette année. Et c'est beaucoup de politique interne, de communication, la stratégie du développement de l'entreprise et puis après parfois des sujets un peu plus simples ou en tout cas avec moins d'enjeux comme l'aménagement des locaux, etc. Et justement, entre ces 3 métiers, le métier de juriste, le métier de manager et le métier d'entrepreneur, alors tu vas me dire, toutes les journées se valent pas, hein, mais est-ce que tu saurais à peu près nous dire, voilà, je passe tant de mon temps là-dessus, tant de mon temps là-dessus et sur la dernière partie ? Je dirais que je suis 40% juriste, 40% manager et 20% dirigeant d'entreprise. Heureusement, ma journée n'est pas phagocytée par uniquement des décisions de gouvernance, de stratégie d'entreprise, etc. Elle reste quand même animée principalement par mon métier dont l'origine, c'est celle de juriste. Oui. Hein, et puis d'animation d'équipe. L'animation d'équipe, c'est aussi la relecture des contrats, l'aide à la décision sur certains dossiers. Donc ce que tu disais, c'est que tu es présent en fait pour tes équipes. Oui, je crois que c'est important. Voilà. Et ça, c'est ce qui fait aussi que les gens peuvent rester. C'est-à-dire que d'avoir un manager qui est disponible, qu'on peut aller voir malgré les responsabilités qu'il a et les journées bien remplies qu'il a, mais qui va être disponible et qui aura de l'attention sur une problématique de dossier, sur une problématique juridique donnée, ça permet aussi de fédérer ton équipe en fait. Exactement, ouais. Surtout en ce moment, quand on a un travail qui se dissémine via du télétravail, des présences de collaborateurs moins fréquentes, c'est important d'être là pour justement maintenir une forme d'attachement à l'entreprise. Ok. Du coup, ça m'amène à l'autre question qui est directement liée à tout ce qu'on a dit avant, c'est est-ce que tu peux nous donner un peu ta journée type ? Du coup, ma journée type, pas ma journée idéale. Voilà, si tu veux, on parlera de la journée idéale aussi. C'est pas mal, la journée idéale du notaire. Je veux bien. Dis-nous ta journée type et quelle serait ta journée idéale ? Ça va nous faire 2 questions. Je suis pas sûr que ma journée idéale soit forcément dans mon entreprise. Mais voilà. Tu veux nous faire des révélations ? Ma journée type, écoute, c'est beaucoup de mails. C'est vrai que c'est peut-être un défaut de ma part, mais je suis quand même très informé et en copie de beaucoup d'échanges avec mes collaborateurs. Et donc, c'est vrai que plus le nombre de collaborateurs est important, plus le nombre de mails augmente. Donc, on va dire que ça, c'est plutôt traité le matin, tôt, sur la pause déjeuner, surtout en ce moment, quand il n'y en a plus, et en fin de journée, parfois tard le soir. Voilà, ça c'est le suivi des mails et des échanges. Je sais parce que comme on a été amené à travailler ensemble pour quelques recrutements pour tes équipes, je sais parfois que tu envoies des mails le soir, et moi j'ai le défaut aussi de consulter mes mails le soir, ce qui fait hurler ma femme qui me dit que je devrais pas regarder mes mails le soir parce que c'est pas un temps de travail, je dois déconnecter, mais je sais que les notaires, les avocats, les directeurs juridiques et fiscaux, souvent ils traitent leurs mails quand ils peuvent, donc c'est souvent le matin, le midi ou le soir, parce qu'en fait en journée ils sont pris dans des décisions, dans des rédactions, et ils n'ont pas forcément le temps de traiter tous les mails. Voilà, alors du coup, ce qui m'amène à te parler du reste de la journée, qui est ponctué avec des rendez-vous clients, en général c'est 1 à 2 par jour, et puis ensuite des rendez-vous internes avec mes associés, ou bien des rendez-vous sur des sujets transversaux, mais vraiment liés à l'étude elle-même. Et puis le reste du temps, c'est beaucoup de temps avec l'équipe, je te le disais, pour la relecture de notes ou de contrats, échange sur les dossiers, on fait beaucoup de travail en équipe, on réfléchit ensemble à des dossiers, parce que j'aime beaucoup l'idée de partage, et à la fois des connaissances, d'expérience. Une équipe en financement va pouvoir enrichir une équipe en invest et réciproquement, et donc c'est beaucoup de temps avec eux. Oui. Ok, c'est intéressant. Ça veut dire que finalement les échanges que tu vas avoir avec tes collaborateurs vont aussi te permettre de remettre en question parfois la façon dont vous travaillez ou, je sais pas, la typologie des actes que vous utilisez. Vous allez réfléchir à prendre un peu de hauteur de vue finalement et pas être que le nez dans le guidon en train de traiter les dossiers. Ouais. Il y a aussi ce travail-là qui est fait ? Bien sûr, en fait, on a des réunions régulières toutes les 3 semaines avec l'équipe de manière élargie, donc tout poste confondu, durant laquelle on va
parler droit, mais on va aussi parler de l'équipe, notre manière de travailler. Ouais. Et puis après, on peut faire des réunions plus étroites par métier et sur lesquelles on va réfléchir à la manière de travailler soit vis-à-vis des clients, soit même en interne. Et je dirais que comme on est certifié ISO, donc une démarche qualité, cette démarche nous amène aussi à nous remettre en question régulièrement et vers toujours, je sais pas si c'est la perfection, mais en tout cas une amélioration continue sur la manière de travailler, puisque évidemment on est amené à changer, à s'adapter par rapport à un contexte qui évolue, par rapport à des attentes de clients qui évoluent également, et puis par rapport à notre propre entreprise qui elle-même change. Donc tous ces paramètres-là doivent nous amener à moduler, à adapter soit l'offre de service, soit même la manière de travailler en interne. Et alors justement, il y a quelque chose d'intéressant dans ce que tu dis, c'est que le métier évolue, l'entreprise évolue. Quel regard toi, tu portes sur l'évolution du notariat quand même dans ton métier? Donc je ne vais pas te demander d'avoir un point de vue sur la vie des notaires de France, mais en tous les cas sur les notaires parisiens qui font de l'immobilier institutionnel. Est-ce que tu vois qu'il y a une évolution particulière? Est-ce qu'il y a des grands changements qui s'opèrent au-delà de ce qui s'est passé avec la crise sanitaire? Bon, effectivement, le télétravail, tout ça en fait partie, mais il se passe des choses, il y a des grands changements où on reste quand même dans quelque chose d'assez connu, d'assez normé, et on continue à appliquer ce qu'on a plus ou moins toujours fait, alors bien sûr en l'améliorant, où il y a vraiment des révolutions qui se passent? Je crois que la véritable évolution, c'est sur la qualité des prestations juridiques, des audits juridiques, qui n'est évidemment plus la même que celle d'il y a 10 ans ou 15 ans. D'accord. C'est vrai que la réglementation a évolué et donc a conduit les juristes, avocats, notaires à améliorer ou peut-être parfois à préciser et à détailler encore un peu plus leurs audits juridiques et puis leur implication sur l'analyse d'un immeuble. Et aujourd'hui, l'analyse d'un immeuble et l'impact que l'analyse juridique a sur la valorisation de l'immeuble est bien plus importante qu'il y a 10-15 ans, où un immeuble était vu comme un produit financier, un élément de rentabilité. On attachait un peu moins d'importance à ce que le notaire pouvait découvrir ou livrer dans son analyse, et parfois on lui demandait d'aller très vite et pas forcément de s'attarder sur tel ou tel sujet. Ok, juste l'immeuble est rentable, on peut l'acheter, il n'y a pas de vice, donc c'est bon. Ouais, exactement. Okay. Et si tu veux, maintenant, ça fait partie, comme plein d'autres métiers qui ont évolué, les AMO qui arrivent aussi sur les analyses techniques, etc., ce qu'on ne faisait pas forcément autant avant. Alors AMO, je précise pour les gens qui nous écoutent, qui ne connaîtraient pas, c'est assistance et maîtrise d'ouvrage. Voilà. C'est ça? Exactement. Donc ce sont des métiers qui ont existé, mais qui sont vraiment et qui ont vraiment connu une forte évolution ces dernières années et qui aujourd'hui, on se rend compte, ont une forte valeur ajoutée sur les audits d'actifs, donc sur un autre évidemment champ que le mien, mais voilà, tout s'est professionnalisé, c'est détaillé et bien plus ciselé que ça ne l'était il y a 15 ans, bien sûr. Ok. Et est-ce que tu constates que l'investissement immobilier dans la typologie d'actifs sur lesquels toi tu interviens, donc des grands ensembles quand même plutôt bureaux, tertiaires ou même résidentiels, est-ce que les investisseurs ont changé ou est-ce que c'est toujours plus ou moins les mêmes types de clients ou est-ce que c'est des clients très différents? Je dirais qu'en tout cas aujourd'hui, en pleine crise, les clients sont nécessairement très différents de ce qu'ils étaient il y a encore 2 ans. Non, après, il y a des cycles, c'est-à-dire qu'on va avoir des investisseurs étrangers qui sont plus ou moins présents. Après, ça dépend aussi d'un contexte qui peut être géopolitique, du président français qui peut faire plus ou moins peur sur le plan fiscal. Enfin, il y a plein d'incidences comme ça qui peuvent influer sur la capacité d'investissement. Ça peut être aussi la manière dont l'économie internationale et puis chez nos autres pays, donc comment elle se porte. Et c'est vrai que voilà, tout ça influe sur la qualité des clients. Après, la majorité quand même de l'investissement qui est fait en France reste fait par des entreprises françaises. Et puis, bon, on parle des gros ensembles immobiliers, mais il n'y a pas que ça. L'immobilier d'entreprise, c'est aussi savoir accompagner des PME, des petites entreprises pour soit l'achat de bureaux pour l'occuper, soit simplement une usine, une usine pour des sujets logistiques ou des investisseurs qui sont moindre envergure. Il ne faut pas croire que l'immobilier d'entreprise se limite aux grands institutionnels et qui effectivement représentent une part significative du marché, mais c'est pas que ça. Il ne faut pas oublier que notre métier, c'est aussi d'accompagner toutes les entreprises, tous les investisseurs
et pas que les grands groupes. Ouais. Mais c'était un peu le sens de ma question, hein. C'était de dire est-ce qu'il y a on serait tenté de penser aux grands ensembles immobiliers de la défense, mais effectivement, comme tu l'as dit, c'est beaucoup plus vaste et large que ça, et donc ça peut être des petits immeubles, quels qu'ils soient, en fait, à partir du moment où on est dans une typologie d'immobilier d'entreprise, donc au bénéfice d'une entreprise, tu as vocation à pouvoir intervenir, quel que soit le montant du dossier et la typologie d'actifs, en fait. Mais, si tu veux, hier, on a signé avec mon équipe un dossier pour un grand groupe, certes, mais à 150 000 euros. Ah ouais. Et qui était extrêmement important pour eux. Une chambre de bonne à Paris. Non, un terrain en province, mais qui était extrêmement important. D'accord. Et si tu veux, la qualité de service qu'on va donner sur ce type de dossier, on donne la même que celle qu'on va délivrer sur un grand dossier. C'est pas... Pour nous, ce qui est important, c'est le client et c'est pas tellement les enjeux. Alors évidemment, le montant. Plus les enjeux sont forts, plus on va aller regarder certains sujets, mais globalement, on essaie de délivrer la même qualité de service. Après, il y a des dossiers qui sont évidemment plus ou moins rentables, mais c'est aussi le jeu du notariat et c'est aussi le jeu du tarif des notaires et il faut évidemment l'accepter. Ok. Alors, est-ce que tu peux nous dire ce que tu entreprends au quotidien pour mener à bien tes missions ? Tu l'as plus ou moins dit tout à l'heure, mais c'est bien si tu peux nous le repréciser. Oui, je crois que tu as compris, c'est vraiment à la fois une grande présence auprès de l'équipe. Ouais. Donc ça, c'est en interne. Et puis en externe, c'est être très dispo pour les clients. Je crois que j'ai pas envie de vivre avec l'image du notaire qui est injoignable, comme ça pu être le cas, parfois ça peut être encore le cas, mais voilà, on a tous aujourd'hui des mobiles. Globalement, voilà, les clients avec lesquels je travaille de manière régulière, ils ont tous mon numéro de portable, ils savent me joindre et globalement, j'essaye de répondre à chaque fois qu'ils m'appellent, même si je suis en rendez-vous, etc., parce que ça peut être important. Et puis, je trouve que c'est tellement frustrant pour un client ou même quelqu'un qui essaie de te joindre, de ne pas y arriver. Alors, il essaie une fois, il essaie deux fois, puis au bout d'un moment, ça le gonfle. Donc, j'essaie d'être dispo et de prendre ne serait-ce que 5 minutes pour au moins entendre le message. Mais ça, c'est la disponibilité. J'en parlais avec mon autre invité, mais c'est vrai que mon autre invité notaire, je précise, il me disait que la disponibilité et la réactivité, c'était nécessaire au métier de notaire, parce que il se définissait comme prestataire de service. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que c'est ce qui fait un peu la différence entre ceux qui se donnent l'ambition de performer, c'est justement d'avoir cette disponibilité pour les clients. Alors, ça peut paraître un vain mot, mais en fait, le fait de pouvoir être disponible pour son client, ça va le rassurer et tu sais qu'il va derrière te reconfier des dossiers, en fait, s'il se sent bien accompagné. Alors que s'il arrive à te joindre une fois sur 10, peut-être que sur le prochain dossier, il va se dire, bon, peut-être passer par quelqu'un de plus joignable, quoi. Oui, puis si tu veux, paradoxalement, avant d'être un métier d'écrit, c'est aussi un métier d'écoute. Et le métier d'écoute passe nécessairement par la disponibilité vis-à-vis de ton interlocuteur, de ton client, et même du coup de ton équipe en interne. Mais voilà, je crois que c'est primordial. Et après, c'est un métier de l'écrit. Ouais. Et tu ne peux pas retranscrire à l'écrit que tu n'as pas pu bien entendre à l'oral. Et donc, avant d'accompagner sur des écrits, des accords, des actes, des contrats, les clients, faut d'abord entendre leurs besoins, leurs attentes et leurs préoccupations. Ok. Alors, est-ce que tu peux nous dire quel type d'entrepreneur tu es ? Alors, je l'ai déjà dévoilé à demi-mot à travers les précédentes questions, mais évidemment, je suis un entrepreneur engagé, je crois passionné, et je ne pourrais pas mettre autant d'énergie dans mon métier si je ne l'étais pas. Ouais, on sent que tu es passionné, c'est clair. On pourrait rester des heures à discuter. Ce qui est important aussi pour moi, et c'est d'ailleurs une valeur forte de Michelet, c'est la bienveillance. C'est la valeur première de l'étude. Et je ne crois pas en le management tyrannique. Je ne crois pas... Tu l'as vécu ou pas ? Le management, alors peut-être pas tyrannique, mais dur, compliqué. Oui, et ce qui m'a donné envie de ne pas reproduire le schéma. C'est ça. Voilà, moi, donc, et puis je crois que c'est aussi propre à ma personne. Je suis naturellement bienveillant et donc j'ai envie de véhiculer cette valeur. Non mais je le dis, Olivier Dagrena est un notaire sympa. Vous pouvez aller le voir, il est sympa, il est compétent. Franchement, vous avez rien à craindre. Moi, c'est un de mes clients. On développera pas ici les recrutements qu'on a fait ensemble, mais on en a fait. Et c'est toujours un plaisir. C'est toujours été un plaisir de bosser avec toi parce que on est dans cette démarche de partenaire, en fait. Et c'est ce qui me plaît aussi, moi, dans mon métier, parce que je suis aussi prestataire de service et tu es mon client. Comme toi, tu travailles pour des clients. Et je trouve que quand on est dans ce mode de collaboration partenaire, on fait du bon travail. On fait du meilleur travail, en tout cas. Puis, si tu veux, c'est vertueux. C'est-à-dire que quand tu es dans la bienveillance,
évidemment, les gens autour de toi cultivent cette même valeur. Et ils sont eux-mêmes dans le partage, tu vois. Et pour moi, la plus grande force, c'est le sourire, d'arriver avec le sourire le matin au bureau. Bah forcément, tout le monde autour, après, a le sourire et travaille dans ce climat apaisé. Je ne sais pas si ça existe encore vraiment, mais voilà, j'ai connu par le passé. Et puis avant, il y avait encore, j'appelle ça le management tyrannique, mais collaborateurs, sans doute encore, y en a-t-il trop, qui viennent le matin avec la boule au ventre travailler. Moi, c'est pas ma manière d'être et c'est pas ma manière de manager. Moi, pour être un peu de l'autre côté de la barrière, puisque recrutant des diplômés notaires pour des études, pour des équipes comme la tienne, mais pas uniquement, on sait qu'il existe malheureusement encore beaucoup d'études, en tout cas il en existe encore un certain nombre, dans lesquels le management est très difficile et du coup les collaborateurs sont pas forcément épanouis. C'est pas qu'ils aiment pas leur travail, parce que je pense que la plupart des gens qui ont choisi ce métier de notaire aiment ça. Ils aiment ce métier, ils aiment la technique, ils aiment le particularisme juridique de ce métier. Mais par contre, c'est vrai que d'avoir des associés ou des managers qui ne sont pas bienveillants, quelle que soit la qualité intrinsèque juridique, parce qu'on peut être un excellent juriste, mais pas forcément être un manager bienveillant, là c'est très compliqué quand même. C'est très compliqué. Et ce que je dis là vaut aussi pour les cabinets d'avocats, vaut aussi pour les directions juridiques et fiscales en entreprise. Et je pense qu'effectivement, pour garder ses collaborateurs, les fédérer. Si on n'est pas bienveillant, à un moment donné, on s'expose à des départs. Oui, et puis au-delà de ça, si tu veux, on sert de modèle. Enfin, quand je disais tout à l'heure, j'essaie de faire grandir mon équipe. Parce que demain, certains d'entre eux seront notaires, associés, peut-être d'autres dirigeants. Et que ce soit chez Michelet ou ailleurs, c'est quand même plus sympa d'avoir des dirigeants avec ces valeurs-là et qui vont eux-mêmes diffuser cette culture de la bienveillance, etc., plutôt que d'avoir un autre type de management peut-être pas malveillant, mais en tout cas plus autoritaire, parfois tyrannique. Et je trouve que voilà, c'est aussi à nous. Bon, aujourd'hui, j'ai 43 ans, mais dans 20 ans, je serais peut-être heureux d'avoir pu diffuser ça et que ça puisse se propager comme un malheureux virus. Voilà. Bah écoute, c'est joliment dit. Alors, tu m'interrogeais également donc, sur la notion d'entrepreneur que j'étais. Oui. Donc, au-delà de cet engagement et puis de cette culture de la bienveillance, on va dire que ce qui me caractérise aussi, c'est quand j'ai une idée en tête, je vais la pousser jusqu'au bout. Et je vais la pousser jusqu'au bout, jusqu'à sa mise en œuvre, sauf si on arrive à me convaincre et je réalise en bout de course qu'elle n'en vaut plus la peine ou qu'elle n'a plus de sens. Mais je suis quand même, je crois, fondamentalement assez têtu. Tenace. Oui, j'abandonne pas facilement. Et voilà, je vais vraiment aller jusque dans les retranchements s'il faut tester la valeur d'une idée que j'ai. C'est bien. C'est aussi ce qui fait que c'est une forme d'engagement en fait. C'est ce que tu disais au début, c'est tu crois à ton idée, tu veux la développer, la pousser et pas abandonner aux premières difficultés. Et puis j'imagine aussi que tes clients, c'est ce qu'ils apprécient chez toi, c'est que tu lâches pas. Oui, et puis je crois que j'ai aussi la chance d'avoir des associés qui sont assez, qui se marient bien avec ma personnalité et qui acceptent volontiers que je puisse proposer mes idées. Ils ont les leurs évidemment, hein. Je suis pas le seul à animer cette entreprise, mais voilà, je trouve qu'il y a une forme d'écoute aussi avec mes associés qui est extrêmement importante. Ok, alors moi j'avais une question à te poser, mais on va parler de risque, alors même si c'est parfois un vain mot quand on parle de notaire ou de droit, mais est-ce que tu prends des risques dans ta vie d'entrepreneur? Ou en tous les cas, comment tu passes à l'action? Alors c'est vrai que c'est ce que j'allais te dire. Prendre des risques et notaire, c'est un peu antinomique. Mais alors, en fait, la prise de risque, elle était plus sur ta qualité de dirigeant et de chef d'entreprise et d'entrepreneur que de juriste. Alors, je suis à la base pas quelqu'un d'intrépide et donc j'ai pas un goût très avéré pour le risque, très honnêtement. Donc sur le plan professionnel, je prends pas vraiment de risque. On va dire que voilà, après il y a un risque financier que chaque notaire associé qui investit dans l'entreprise prend, mais comme n'importe quel entrepreneur, hein, d'ailleurs, c'est pas bien sûr propre au notariat. Donc il y a ce risque effectivement financier parce qu'on achète des parts et ces parts valent souvent assez cher. Tout dépend de la proportion qu'on a dans le capital. Mais donc voilà, c'est les enjeux financiers qu'on peut avoir. Après, les risques dans le métier, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est qu'un client me mente, c'est ce qui est plus terrible, qu'un client se serve de moi, se serve de ma fonction pour des activités illégales. C'est ça mon grand risque. Et ça nécessite une vigilance accrue de ma part, de la part de mes associés, de la part des collaborateurs de l'étude, parce que ça peut évidemment aussi passer par le truchement d'un collaborateur. Donc voilà, faut être extrêmement vigilant et que ce soit un notaire isolé en province ou une étude parisienne plus importante, je ne sais pas s'il y a plus ou moins de risques sur ces enjeux-là, mais
effectivement, ça nécessite une vigilance forte. Ouais. Ok. Et moi, je pensais plus... Enfin, donc merci déjà pour ces précisions. Je pensais au fait d'avoir réussi à t'associer dans une étude comme l'étude Michelet à Paris. J'imagine que ça se fait pas sans... Alors, tu t'as parlé de sacrifice au début de ce podcast, tu as parlé d'engagement. À un moment donné aussi, il faut quand même sortir de sa zone de confort pour pouvoir s'associer dans une étude quand on est jeune, parce que tu t'es associé assez jeune quand même. Ouais, 37 ans. 37 ans. Donc c'est en ça que je disais que tu as pris des risques en fait. C'est que tu as su ou tu as voulu à un moment donné, tu t'es fait remarquer, on est venu te chercher, tu as négocié. Enfin voilà, donc d'une certaine façon, parce que bon, tu étais chez Chevreux, pour retracer un peu le parcours d'Olivier, il travaille chez Chevreux et je crois que tes associés t'ont repéré et du coup ils t'ont proposé de venir t'associer dans leur étude pour développer en fait une activité que eux ne développaient pas. Enfin, en tout cas, qu'ils faisaient, mais pas de façon aussi, on va dire, industrielle que toi, en fait. Oui, alors, je ne sais pas si le mot industriel caractérise bien. C'est plutôt, on va dire, professionnalisé et structuré. Ouais. Oui, alors c'est vrai que j'ai démarré j'ai eu d'autres expériences dans le métier avant d'intégrer Chevreux. J'y suis resté un paquet d'années, 8 ans. Et j'ai eu de très très belles expériences et beaucoup de personnes inspirantes dans cette étude. Et j'ai un profond respect pour ce que les anciens associés et nouveaux associés font de cette entreprise, qui reste un modèle, évidemment. Et puis effectivement, voilà, au gré des rencontres, les associés sont venus m'approcher pour monter cette équipe d'immobilier d'entreprise. Alors j'ai pas dit non, j'ai pas dit oui tout de suite, pardon, parce que je me sentais vraiment bien là où j'étais. J'avais aussi un parcours à faire. Et puis en fait, ce qui m'a attiré finalement, c'est le sujet de ce podcast, c'est l'entrepreneuriat. C'est qu'au fond de moi-même, j'avais presque envie d'intégrer une étude, une entreprise où il y avait plein de choses à faire, plutôt qu'une entreprise qui était déjà très structurée. Et c'est ce choix-là en fait que j'ai fait, c'est d'aller créer quelque chose. Et j'avais envie, si tu veux, de me dire que en regardant dans le rétroviseur 10 ans en arrière, je pourrais être fier de quelque chose, je pourrais être fier de ce que j'ai créé, ce à quoi j'ai participé. Et peut-être, alors c'est pas une vérité, en tout cas c'était le sens de la carrière que je voulais avoir. J'avais le sentiment que en restant dans une entreprise extrêmement structurée, je n'aurais pas cette récompense, ce sentiment de récompense, d'une forme d'aboutissement, même si c'est jamais terminé, et de création de valeur. Voilà, et ce que j'espère avoir déjà un peu fait chez Michelin & Serres. Grosso modo, ce que tu nous dis, c'est que le challenge de créer le département et l'activité que tu as créée et développée au sein de l'étude Michelet était finalement plus grand, plus challengeant que de t'associer dans une étude qui était déjà très très bien structurée, qui était déjà très reconnue sur la place sur ce métier-là, l'immobilier institutionnel. Donc finalement, c'était plus entrepreneurial de partir chez Michelet que de t'associer chez Chevreux, si tant est que tu as eu la possibilité de t'associer chez Chevreux. Oui, et puis si tu veux, l'idée c'était surtout que j'ai pas fait ce choix du confort, l'immobilisme, c'était un vrai challenge, c'est vrai. On n'y va pas la fleur au fusil, on se pose beaucoup de questions. Encore une fois, j'étais très bien là où j'étais, mais j'imagine. Ce goût de l'entrepreneuriat m'a poussé finalement à me dire, je vais prendre des risques, j'avais l'âge de le faire, j'avais l'énergie pour le faire, et puis encore une fois, Michelet avait déjà des clients en immobilier d'entreprise, exerçait déjà ce métier, mais peut-être pas de cette manière aussi structurée. Et j'ai participé à la construction de cette équipe. Oui, tu es venu apporter ta pierre à l'édifice, participer à l'histoire, au développement de quelque chose. Tu as permis à l'entreprise de grandir là-dessus, peut-être de façon plus importante que ce que tu aurais pu faire chez Chevreux, qui était déjà à un stade très avancé. Ça, je ne saurais pas répondre à cette question, mais en tout cas, c'était mon sentiment à l'époque. Je crois aussi que la prise de risque, elle a été chez mes associés qui, finalement, m'ont fait rentrer dans l'entreprise pour se lancer ce défi-là. Et oui, bien sûr. Voilà, c'était pas gagné, forcément. En tout cas, ils ont été assez éclairé à l'époque, puisque ça marche plutôt bien quand même pour toi, et je te souhaite de continuer à avoir autant de succès dans ta vie de notaire et d'entrepreneur dans ton étude. Oui, la question que je voulais te poser aussi, c'était c'est quoi qui te motive finalement le plus dans ta vie d'entrepreneur ?
Ce qui est lié à mes clients d'abord, c'est-à-dire la satisfaction des clients, le retour de ces clients qui sont heureux, et comme je te le disais, soit de faire un petit dossier parce que c'est extrêmement important pour eux, soit parce qu'ils ont mis énormément de fonds, d'énergie ou des opérations qui peuvent durer très longtemps et une forme d'aboutissement et de satisfaction à la fin et à cet aboutissement. Et puis aussi de faire grandir l'équipe. J'ai vraiment envie de tirer les collaborateurs vers le haut, et la plus grande satisfaction sur ce sujet de management, c'est d'avoir des collaborateurs qui arrivent extrêmement jeunes et puis qu'on voit grandir, qui au bout d'un moment prennent eux-mêmes des compétences et des qualités de manager ou de pilote d'équipe, et puis de les voir justement à cultiver ces valeurs de bienveillance, de bon état d'esprit, souriant, etc., et de les voir heureux et épanouis dans leur métier. Ok. Est-ce que y a une personne qui t'a aidé dans ton parcours, Olivier, et que tu aimerais remercier ou mettre en avant aujourd'hui ? On a parlé de Chevreux, donc je vais rester et à remercier Alix Decagne, avec laquelle j'ai travaillé pendant de longues années et que j'ai moi-même aussi vu évoluer, mais qui m'a servi de... Bien sûr. Je sais pas si c'était un modèle, mais en tout cas, elle était très inspirante pour moi. Et j'ai eu d'autres modèles avant elle qui étaient moins inspirants, mais en tout cas, c'est elle que j'ai envie de remercier si tu me demandes de remercier une personne, parce que en plus, elle s'est retirée du métier il y a... Oui, c'est ça. Il y a à peu près 2 ans. Et voilà, je lui avais envoyé un message à cette occasion pour la remercier d'ailleurs. Ok. Est-ce qu'il y a une œuvre, un livre, un film, enfin en tout cas quelque chose qui a pu te marquer et qui a pu te faire évoluer professionnellement ou bien personnellement ? Alors moi j'aime beaucoup les ouvrages sur le développement personnel. D'accord. Il y a pas mal de podcasts qui sont sur ce thème-là d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Pas mal. D'accord. Et moi, je sais pas, je pourrais te citer les 4 accords Toltec ou bien l'instant présent d'Eckhart Tolle, qui permet de se recentrer et d'être conscient des choses ici et maintenant. D'accord. En pleine conscience. On est presque dans de la méditation. Ouais. Ok. Bon, on parle d'entrepreneuriat ici, et puis tu es un entrepreneur du droit en ta qualité de notaire. Si tu n'avais pas décidé de devenir entrepreneur du droit et donc notaire associé, est-ce que tu serais devenu entrepreneur dans un autre domaine ? Alors très certainement, parce que je crois que la notion d'entrepreneur ou le sens de l'entrepreneuriat, on l'a, et c'est quelque chose d'assez inné, en tout cas en ce qui me concerne. Et donc j'aime créer, j'aime participer à un développement. Et donc nécessairement, je l'aurais été. Pas forcément dans un métier du droit, du coup. Et pour l'anecdote... Attention à l'anecdote. J'adore l'électricité, et je pense que j'aurais été électricien et peut-être créer une boîte d'électricité, j'en sais rien. Mais... Écoute, ça tombe bien, j'ai des travaux d'électricité à faire dans ma maison. Voilà. Si tu veux venir m'aider, moi je m'y connais absolument pas. Donc du coup, tu fais des travaux d'électricité chez toi ? Non, mais j'avais même eu l'idée folle il y a quelques années, passer un CAP d'électricien. Mais en fait, c'est très compliqué parce qu'il faut faire un stage en entreprise et j'avais pas le temps de continuer à bosser comme je bosse à l'étude et puis de faire un CAP d'électricien. Donc j'ai pas pu, mais non, mais je trouve que c'est super riche intellectuellement. En fait, c'est comme du droit. Hein. T'assembles des règles. Ouais. Tu dois respecter les règles, sinon ça marche pas. Ça marche pas, tu te casses la gueule et puis ça peut te péter à la figure. Ça peut te faire très mal. Ouais. Donc il y a des codes à respecter. Il faut être assez smart. Tu crées. Il y a de la création. Tu crées un circuit électrique pour que ça fonctionne. Ouais, et puis il faut être inventif, agile. Parfois il y a des problèmes, mais il faut trouver des solutions. Non, je trouve que c'est assez... j'adore ce métier. Je passe un salut à tous les électriciens de France. Écoute, j'espère qu'ils vont nous écouter. J'espère qu'il y a des électriciens qui écoutent ce podcast. Je vous encourage à le faire en tous les cas, si c'est pas le cas. Et puis après, non, moi j'adore la voile aussi, donc ça c'est autre chose, mais c'est dans les sports nautiques. Donc peut-être que j'aurais créé mon école de voile, mon école de kitesurf, windsurf, je sais pas, voilà. Ah. C'est totalement autre chose, mais... Tu ouvres un chapitre sur lequel on pourrait s'engouffrer pendant longtemps. C'est l'une de mes passions, donc peut-être que j'aurais œuvré dans ces domaines. D'accord. Tu arrives, le sport souvent c'est une partie très, très importante pour les entrepreneurs parce que il y a la notion de dépassement de soi, il y a la notion d'effort, de sacrifice, etc. qui est très liée au monde de l'entrepreneuriat. Est-ce que toi tu arrives à faire du sport régulièrement ?
C'est quelque chose d'important pour toi ? Ouais, c'est extrêmement important. C'est en tout cas une forme d'exutoire. Et puis, je trouve que sur le plan personnel, ça participe à la structuration de mon bien-être. Et bon, voilà, on vit tous la crise sanitaire. Donc, évidemment, ça a créé un certain nombre de limitations sur la pratique du sport. Il a fallu faire du sport différemment. Mais oui, j'essaie d'en faire très régulièrement. Et, y compris la voile ? Ouais. Ok, donc tu pars régulièrement au bord de mer pour pouvoir pratiquer. Voilà, pour faire du kitesurf, Okay. absolument. Et on va dire tu que vas où mes moments hors Si vous voulez professionnels pendant les vacances sont beaucoup tournés vers la voile et le kite. Et tu vas dans une région en particulier ? En Normandie, j'imagine ? Ou pas que ? Non, en fait, non, je fais plutôt le tour du monde. Ah oui, non mais tu es à fond. Tu vas aux Maldives, tu vas au Maroc, des choses comme ça. Exactement. Et puis voilà, après je fais du bateau avec la famille et j'emmène le matériel de kite. Donc faut que je te présente notre associé fondateur, Alexandre Tamagno, qui lui est un grand passionné de kite aussi et qui fait le tour du monde pour faire du kite. Donc, voilà. Vous aurez plein de choses à vous raconter. Ok, merci Olivier. Écoute, on va arriver bientôt à la fin de ce podcast. Moi, j'ai une dernière question à te poser. C'est la suivante. Quel conseil tu donnerais à un jeune notaire qui rêve d'occuper un poste d'associé et d'entrepreneur du droit ? Je crois qu'il faut savoir s'engager, parfois faire des sacrifices, on en a parlé. Pour moi, il faut se dire que rien n'est impossible, tout est accessible, mais tout est une question d'engagement et d'énergie qu'on va y mettre. C'est vrai qu'à chaque étape de ma carrière, j'ai toujours réalisé, avant que l'étape n'arrive, quelques années auparavant, c'était infranchissable. Ouais. Et puis quelques années après, avec le recul, je me disais, non, en fait, c'était faisable. C'était largement faisable, mais voilà, je crois que tout est question d'énergie, d'engagement qu'on va mettre et malheureusement parfois de choix et de sacrifices, c'est vrai. Ok. Écoute Olivier, je te remercie pour ce retour d'expérience, pour toutes ces informations très inspirantes, très intéressantes. J'espère que ça aura plu à nos auditeurs. En tous les cas, moi j'ai beaucoup aimé enregistrer ce podcast avec toi. C'était un grand plaisir également. Et puis je te dis à très vite sur d'autres sujets, peut-être de recrutement ou peut-être de sujets liés notamment à notre partenariat autour du prix du meilleur juriste étudiant immobilier. Avec grand plaisir. Merci Olivier. Merci Romain. Au revoir. À bientôt. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à aller nous mettre une note et un commentaire 5 étoiles sur les différentes plateformes qui référencent ce podcast. Ça nous aidera à avoir un bon référencement. Pour ma part, j'ai été ravi d'enregistrer cet épisode et de vous partager ce retour d'expérience. Je vous dis à dans 15 jours pour un nouvel épisode de l'Entrepreneur du droit by Fed Legal.